17 mai 1997, 17 mai 2023, jour pour jour, 26 ans. Depuis que l'AFDEL, l'Alliance, il faut que j'anime le micro. Malheureusement, la technique devrait veiller à sa son décapé. Je suis désolé pour ça. Jour pour jour, près de 26 ans depuis l'entrée de l'AFDEL ici en République démocratique du Congo. Vous le savez, mesdames, messieurs, l'AFDEL, c'est un mouvement de libération du peuple congolais qui a bénéficié d'un accueil très chaleureux de notre peuple, qui a bénéficié de l'accompagnement de notre peuple. On va quand même scruter comme la journée est prévue pour demain, aujourd'hui. On va parler avec un acteur, un muséiste, mais un kadogo, quelqu'un qui a participé à toutes les étapes au niveau de Maquis, de cette affaire, de l'AFDEL jusqu'à devenir un parti, je ne sais pas si c'était devenu parti présidentiel ou c'était devenu quel mouvement, je ne connais pas encore la nature juridique dont s'était doté ces mouvements. On va en parler, on va parler de l'accord de l'Émirat, on va parler de James Kabarebe comme faisant partie des acteurs importants de cette affaire. On va parler de la relation de Musée Laurent Désiré Kabila avec d'autres muséistes, avec d'autres lumumbistes, avec Lumumba lui-même. Il faut qu'on en parle. Alors, je suis en chemise blanche parce que vous savez, nous sommes des révolutionnaires. De temps en temps, quand nous parlons de la révolution, il faut quand même avoir quelques symboliques. Je reçois pour vous, dernièrement, il est passé, son émission a fait ce qu'on appelle communément sur les réseaux sociaux le buzz. Mais si je ne veux pas l'appeler buzz, c'était une émission consommée. J'ai vu les extraits de partout qui circulaient. J'ai vu tout le monde couper l'émission, une partie qu'il voulait. Alors, aujourd'hui, on va encore avoir une thématique très spécifique. Je vais plus lui laisser du temps de s'exprimer. Nous avons au total, tout au plus, 1 heure d'interaction. Et nous allons ressortir des grandes idées qui feront partie de l'histoire de notre pays, République démocratique du Congo. Donc, je parle de l'histoire politique. Maître Carlos Mopili, bienvenue, encore une fois. Merci. Le français. C'est ici que vous êtes passé. Oui. C'était du waouh. Vous-même, comment vous avez accueilli les impressions de votre dernière émission? Non, c'est très bon, mais il faut dire que la fierté doit être partagée. Parce que vous savez que toute émission est bonne lorsqu'il y a le feedback. Très bien. Lorsque le présentateur élève les niveaux, l'invité aussi a la chance de se produire. Et c'est pourquoi, vous le savez, ce que nous invitons les gens. Lorsque vous voulez pratiquer ce métier ici, il faut savoir faire un choix. Si vous connaissez que parler et lire le français, restez là, présentateur du journal. Très bien. Mais lorsque vous voulez vous improviser à être présentateur d'une émission, là, vous devez revêtir 2 casquettes. C'est-à-dire casquette du journaliste et casquette du chroniqueur. Très bien. Alors là, vous devez faire quoi? Au-delà des journalistes, vous allez dédoubler des savoirs journalistiques au savoir aussi de votre chronique. Très bien. C'est comme vous. Vous êtes au-delà du journaliste. Vous avez des connaissances très approfondies en sciences juridiques. Merci. Vous avez des connaissances très approfondies en politologie et aussi en relations internationales. Merci beaucoup. Voilà comment vous êtes élégant et comment vos émissions ont toujours des caractères scientifiques. Parfois, j'ai pitié à vos invités. Quand ils passent de temps en temps, ils savent mordre la poussière. Évidemment. Et je crois que beaucoup de politiciens ne sont pas faits pour venir devant sur votre plateau. Très bien, ça c'est sûr. En tout cas, ce que vous dites est vrai. Les gens sont sélectifs. Parfois, il y a des gens, quand tu l'appelles, te disent non, mais je veux bien, mon cher, mais je ne peux pas venir là-bas. C'est pas encore moi. Tu vois, nous avons. Il y a des gens qui restent sincères. Disent nous devons encore fournir des efforts. Cette affaire-là, il faut laisser à Maître Carlos Mopili pour en finir. Alors, merci. L'émission d'aujourd'hui, comme l'a dit Maître Carlos Mopili, a un côté scientifique, et un côté historique et un côté politique. Alors, tout compte fait, nous allons nous déployer un tout petit peu pour que les gens connaissent rationnellement ce que c'est l'AFDEL, ses missions, ses ambitions. Et si à ce jour, l'AFDEL peut encore nous servir, peut encore nous aider pour servir les idéaux du changement. Maître Carlos Mopili, quel rôle avez-vous joué d'abord dans l'AFDEL? Et en 2 minutes, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'AFDEL? Ok.
il faut dire d'abord que moi, je suis né du centre de la révolution lomombiste. Très bien. Ce que je ne connais plus. Pour moi, l'histoire avec Mouzé n'est pas comme chez les autres. D'autres jeunes ont connu Mouzé quand il est à Paris, à Bukavu. Très bien. Mais moi, je connaissais Mouzé à travers déjà les histoires de mes oncles paternels, de mes cousines, qui étaient avec Mouzé au Maki. Ce qui est chez nous depuis la révolution de 1964, sous Gouigné, qui avait échoué, il y a eu déjà mes oncles qui étaient avec Mouzé au Maki. Et d'ailleurs, mon grand-père, ils étaient parmi les griots. Vous voyez, les gens qui faisaient, on peut dire, des pratiques fétichistes pour rendre invulnérable, ils faisaient partie. Donc, ça, c'est première étape. Deuxième étape, c'est lorsque maintenant, ils invitent les jeunes d'adhérer à l'armée de libération, donc l'AFDEL, et là, nous sommes portés volontaires. Pour les gens qui sont en train de nous suivre, je suis en train déjà de voir des réactions, plus de 15 réactions déjà au téléphone. S'il vous plaît, n'appelez pas, vous pouvez juste, ceux qui ont mon numéro, me laisser un message, je pourrai poser la question à Maître Carlos Mopili, mais il ne faut pas directement m'appeler parce que ça crée un désagrément. Allez-y. Oui, c'est ça. Donc, nous avons répondu à l'armée de libération, parce que lorsque... Il faut le dire, hein, la vérité, c'est que ça a commencé comme une petite révolte. On entendait de loin. À Ouvira, de Banyamulenge. Bon, à l'époque, je ne comprenais encore rien. Mais il faut signaler qu'en 1994-95, j'étais à Kilembwe, j'étais à Mirundu. Vous voyez là, on parle du plateau de Minembwe. J'y allais pour acheter des chèvres, d'autres volailles, pour revenir vendre ça dans des carrières minières. Et déjà à l'époque, je voyais un mouvement que je négligeais. Très bien. Il y a eu des soldats de l'infanterie, donc des ex-phases, qui vendaient déjà des armes en échange avec des vaches. Ok. Des armes de quel type? Des armes de guerre. Armes de guerre? Oui, parce qu'aujourd'hui, les gens croient que l'armée est infiltrée, c'est pourquoi... Non, les traites ont commencé depuis longtemps. Très bien. Nous sommes en 94-95, je vois de mes propres yeux les FATAC, c'est-à-dire les FATAC, le gendarme. Là, c'est en 95. En 94-95. 94-95, pendant que l'AFDEL n'a pas encore... n'a pas encore commencé. Ne s'est pas encore formalisé de toute façon. Formalisé. Très bien. Il y avait déjà on voyait, parce que nous, on allait acheter des chèvres, acheter des vaches pour venir revendre ça dans des carrières minières. Alors, mais parmi nous aussi, on voyait certaines personnes dans leur sac avec des armes de guerre et qui donnaient à l'époque au Banyamulenge, lorsque vous avez une arme de guerre, on vous donnait une vache. Ok. Ça s'est passé comme ça. Bon, alors, après, je suis rentré à Bukavu. J'étais à Bukavu, j'habitais Nyawera, quartier avenue Ngofu. C'est-à-dire, moi, mon titre était commissaire urbain adjoint, un grand moubutiste. J'ai prié, archevêque Mouziro, je l'ai servi à l'hôtel. Très bien. À l'époque, d'ailleurs, à la paroisse Baganda. Donc, les choses ont commencé. Mais moi, déjà, quand ça a commencé, j'étais un peu soufflé, mais pas totalement. Et la population de Bukavu était hostile. Parce qu'on a vu les idées qui citaient les plats du Kigali, du Rwanda, pour venir prendre notre pays. Mais lorsque les deux villes, Bukavu et Goma, sont tombées, on nous a appelés au meeting. Et qui on va voir au meeting, c'est Mouzé Laurent Désiré Kabila qui apparaît et qui commence à parler. Normalement, la plupart des jeunes qui sont allés, c'était pour aller Iwe. Mais lorsqu'ils ont écouté Mouzé... Donc, attendez, ils étaient venus rencontrer Mouzé pour l'humilier. Non, pour l'huiller. Pas Mouzé.
normalement, avant la chute de Bukavu, c'est-à-dire avant la chute de Bukavu, la population soutenait l'armée zaïroise. Très bien. Et la population soutenait même les ex-FAR et les interamoués, qui soutenaient l'armée zaïroise, qui ne faisait pas face à l'ennemi. Parce que là, je me rappelle encore, je vois le vieux major Sadiki, Tchapoul Palan, qui était des paras. Je vois le major Nabiola, l'actuel général Nabiola, qui était à la plaine de Ruzizi, mais il était commandant de bataillon de la DSP d'artillerie. Mais la DSP qui n'a pas résisté. Mais l'unique unité qui résistait, c'était l'unité Sarma. Mais malheureusement, leur colonel était tué à Lemera. Et on a vu les militaires de Sarma, qui étaient presque une compagnie, venir jusqu'à Bukavu tirer. Plus tard, quand je suis arrivé maintenant, je suis maintenant officier au Kabadjading, j'ai vu sa veuve et ses enfants, alors qu'il habitait au Kabadjading. Donc voilà, c'est-à-dire au début, l'AFDEL n'était pas la bienvenue. C'est pourquoi c'est un détail très important. Très bien. Parce que souvent, il y a toujours... Est-ce que c'est Mouzé qui est la variable indépendante ou c'est l'armée rwandaise? D'abord, Maître Carlos Mopili, à qui appartenait l'AFDEL et comment elle a été conçue? Ah, ok. C'est que... Parce qu'il y a certains qui disent que c'était pas Mouzé qui était le patron de l'AFDEL, lui c'était juste Kaparé de l'AFDEL, mais l'AFDEL était un mouvement, certains parlent de l'Ouganda, d'autres du Rwanda, dont lui n'a qu'hérité. On a parlé aussi du MLC dans cette catégorie des mouvements qui ont été créés au Rwanda et au Burundi, dont les Congolais ont récupéré, ont acheté, ont été parrainés de toute façon. Bon, il y a vrai que pour toute guerre, ou pour tout changement d'un régime, il y a toujours plusieurs tendances qui s'accordent. Aujourd'hui, nous avons une opposition avec Fayoulou, avec Matata, avec Katumbi, tous ici, c'est Sanga, qui ne s'accordaient pas auparavant. Mais ils s'unissent pour, on appelle pour une contradiction principale. C'est que, il est vrai qu'il y a eu plusieurs agendas. Mobutu, on connaît que depuis 1990 ou 90, l'Occident ne le portait plus. Très bien. Parce que sa mission était déjà finie. Alors, qu'est-ce que l'Occident a fait? L'Occident a déplacé son centre de rayonnement, sa base de l'OTAN et de la CIA vers l'Ouganda. Parce qu'après la Perestroïka, après la chute de l'Empire soviétique, Mobutu n'était plus important. Mobutu n'était que utile pour la CIA contre la KGB. Très bien. C'est pourquoi à cette époque, vous voyez qu'on faisait une marche de colère contre Kadhafi. Parce que Kadhafi représentait la KGB et Mobutu représentait la CIA en Afrique. Alors, lorsque la KGB n'était plus un ennemi, mais c'était maintenant la Ligue arabe avec l'Al-Qaïda, lorsque Ben Laden au Khartoum, il attaque l'ambassade des États-Unis, c'est comme ça que les États-Unis vont dire que non, notre ennemi, c'est l'Al-Qaïda. Et nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons plus investir militairement en Ouganda. C'est comme ça qu'ils vont déplacer la base militaire qui était à Kamina et partout vers Entebbe. C'est comme ça maintenant que Museveni va remplacer Mobutu depuis 1990. Très bien. Malheureusement, Mobutu, avec ses officiers qui ont fait des grandes écoles de guerre, ils étaient incapables de gérer l'armée même après 2 ans. Parce que ça sera suivi par des pillages. L'armée qui tue, c'est ici économique. Alors, très bien. Quand maintenant Museveni devient patron, il faut savoir aussi qui est Museveni. Ça, on viendra après. Après quelques temps, Museveni va appuyer une rébellion des Tutsis pour renverser le pouvoir d'Abiyarimana,
que vous connaissez qu'il y avait 3 présidents qu'on devrait tuer. C'est-à-dire l'Occident n'avait plus besoin de Mobutu. Parce que l'avion où Abiyarimana et le président burundais sont morts, Mobutu devrait être là. Donc 3 présidents devraient mourir, mais le coup a raté. Très bien. Lorsque le coup rate, on devrait maintenant procéder par une autre forme. Ok? Mais au-delà de tout ça, lorsque maintenant Kagame prend le pouvoir, la base des CIA et de l'OTAN sera à cheval entre Entebbe et Kigali. Voilà la physionomie. C'était quoi l'enjeu? L'enjeu. Non, l'enjeu c'est que il y a on appelle les zones d'influence. Okay? Dans des zones d'influence, il y a toujours des bases militaires. C'est que, vous voyez par exemple, pourquoi la Russie aujourd'hui se dispute avec l'OTAN? C'est parce qu'il voit déjà que la zone d'influence d'Ukraine risque de lui perturber. Et maintenant, à l'époque, quand les Zaïre n'étaient plus la base de l'OTAN et de la CIA, c'était maintenant à cheval entre Entebbe et Kigali. Alors, mais au niveau interne, la méthode non violente, pacifiste, avait déjà démontré ses limites. Moi-même, j'étais de l'UDPS, des jeunes de l'UDPS, mais j'avais vomi les méthodes pacifistes, de marche pacifique, les jours qu'on a tué sur des étudiants. Je vois encore les étudiants de on va prendre cet angle-là d'opération, parce qu'il y a tout un sujet sur le déploiement opérationnel de l'AFDEL et d'autres mouvements. On va aussi parler des alliances, parce que AFDEL n'a pas évolué seul, il y a quand même quelques alliances qui ont été affiliées à l'AFDEL. On va prendre cette branche-là. Alors, on va pas quand même parler d'un aspect très important, Maître Carlos Mopili. Je vous avais brossé un tableau sur la conception et l'organisation. Alors, nous allons parler de l'exécution des missions. Quelles ont été les missions assignées par l'AFDEL? C'était pour quelle durée, pour quel objectif et pour quelle direction? Ok. Il faut d'abord comprendre que l'AFDEL, qui est Alliance des forces de libération pour la libération démocratique pour le Congo, était un mouvement constitué par 4 partis de facto. 4 partis. D'abord, il y a Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mouzé. Il y a Massassou Nendaga. C'est qui Massassou? Massassou Nendaga, c'est le commandant Massassou Nendaga. Oui, mais je voulais dire comment il est intervenu dans la scène au sein de l'AFDEL. Comment il a pu intervenir? Bon, Massassou, il était un commandant militaire. Okay. Il avait aussi ses troupes. Okay. Mais donc, dans le cadre des alliances. Oui, dans le cadre des alliances. Mais c'est parti aussi, bon, certaines sources disent que ce sont des partis pour des raisons de cause. Mais c'est Mouzé qui était l'intelligence de la création de l'AFDEL. Parce que c'est la conception pour mettre l'AFDEL est venue s'appuyer sur une révolution qui avait commencé depuis 1960. Parce que ce que les gens oublient, les gens croient, je vois même des historiens en veste dire que maintenant à l'Est ça dure. Ils oublient que l'insécurité à l'Est a commencé après l'indépendance. Et même le maquis de Mouzé a fait de 65 jusqu'à 86 maquis actifs. Ça fait plus de 20 ans. Ils oublient que même Che Guevara est venu ici, c'est en 1966. Ok? Ça, les gens oublient. Mais malheureusement, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. C'est comme aujourd'hui. Si nous connaissons que Rutshuru, tout ça, ça tombe, c'est grâce aux réseaux sociaux. La RTNC, à l'époque, qui était l'OZRT, ne pouvait pas vous informer, ok? S'il y a des villes qui tombent. Mais la RTNC, comme l'OZRT d'hier, n'était là pour dire Mobutu pacificateur, Mobutu unificateur. La preuve est que même le recensement de 1984, les maquisards n'ont pas été recensés. Quoi encore? On peut dire aussi même on disait Mobutu unificateur, pourtant même le président Joseph, il est né au Maquis, non? À Fizi, à l'intérieur du pays. Mais pourquoi on va dire qu'il était pacificateur? C'est pourquoi même Mouzé a intervenu d'enlever les touristes blancs à une parc en Tanzanie, les ramener dans son maquis
pour qu'on puisse parler de lui, parce que même le média des impérialistes ne voulait pas diffuser la lutte armée de Mosè Laurent Désiré Kabila. Donc voilà comment l'AFDEL est venu s'asseoir sur une lutte, une révolution qui existait déjà. Et qui existait déjà où? À l'est, précisément au Kivu. Merci. Donc ça c'est le premier, parce qu'il y avait deux fronts. Il y avait le front du Kivu, aussi du Kivu. Vous avez mais dit d'abord, aussi, avec les partis qui ont composé l'AFDEL, vous avez parlé de Mosè Ndaka. Ndendaga, il y a Kissa Sungando. Kissa Sungando. Kissa Sungando qu'il faut bien expliquer. Parce que Allez-y. les gens veulent comparer Mosè et Kissa Sungando. Non. Kissa Sungando, c'est parmi les Kadogo qui existaient déjà à la rébellion 1964. Et Kissa Sou, lui qui s'identifiait, non pas qui s'identifiait, il était cadre après ses études. Il était infirmier ou médecin, ok? Et il était dit MNC, Lumumba. Mais comme pour honorer la lutte de Lumumba qui était pacifiste, il ne pouvait pas signer au nom de MNC. Et puis Kissa Sungando au maquis de Rwenzori, il est venu avec l'ordre de mission d'Issimel Tutemoto, compagnon de Mosè, qui est encore vivant, ok? Donc, et le maquis là, qui a été ouvert en 1977, c'est le maquis de nord-est. C'est Mosè Kabila qui avait envoyé un de ses disciples, qui est encore vivant, d'aller ouvrir ses fronts du Mont Rwenzori. Et qui a existé, et après, Kissa Sou va venir maintenant continuer à y habiter. Donc, ça c'est, deuxième, c'est Kissa Sungando. Quatrième, c'est Deogracias Bouguera. Deogracias Bouguera, qui est un architecte, lui aussi, il avait un parti de facto. J'appelle de facto, vous comprenez bien. Ce sont des partis de fait, des partis qui ne sont pas reconnus au ministère de l'Intérieur. Voilà comment les quatre vont créer ce qu'on appelle Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, avec un accord qu'on appelle accord de Lemera, qui est un accord avec une seule page. Merci. Maître Carlos Mopili. Là, nous quittons l'histoire. Nous allons maintenant entrer dans une phase aujourd'hui, une phase qui intéresse beaucoup les Congolais, la phase d'exécution des missions ou de la feuille de route de l'AFDEL. Maître Carlos Mopili, à quel moment le nom de Joseph Kabila, Kabange, est intervenu ou a fait son apparition dans la scène de l'AFDEL? À quel moment? Là, parfois, je parle des choses que j'ai appris après et les choses que je vis. Très bien. Je saurais différencier. Pour Joseph Kabila, moi, je l'ai vu et je l'ai entendu au niveau de front de Tingi-Tingi. Front de Tingi-Tingi. C'était quoi Front de Tingi-Tingi? Front de Tingi-Tingi, c'est le front qui a beaucoup duré. Parce que c'est le front avant... Vous voyez, l'axe pour prendre Kisangani. Il y avait deux axes. Il y avait l'axe pour passer par Ituri. C'est-à-dire, lorsque vous prenez vers Bunia, vous descendez vers Iziro, Bafouassende. Il y avait l'autre axe, vous venez par Walikale, Lubutu, Wanyarukula, jusqu'à Kisangani. Alors, les commandants, le premier commandant des opérations, c'était Kissa Sungando. Après sa mort, c'était James Kabarebe. Mais James Kabarebe, arrivé au niveau de Tingi-Tingi, lorsqu'il va voir le tas, c'est-à-dire le carnet, le rapport de renseignement, il va trouver que l'ennemi était 10 fois plus fort que nous. Alors, James qui est formé dans des grandes académies, et il n'avait pas vraiment un niveau très développé comme Mosè dans ce qu'on appelle la guérilla. Alors il propose à Mosè qu'on puisse faire de manœuvres défensives et qu'on attende. Mosè qui n'était pas d'accord, et c'est comme ça que Mosè va approcher son fils Joseph Kabila pour commander cet axe. Attendez. Mais en ce moment, Joseph Kabila est qui?
Joseph Kabila, il est commandant. Là, on ne parlait pas de grade. On parlait des commandants. C'est déjà les trois jeunes commandants qu'on avait. Il y avait commandant James, soit Afande James. On parlait de Afande Joseph Kabila. On parlait de Afande Massassou Nendaga. Pourquoi Afande? Afande signifie commandant. C'est Ah, en ok. Swahili. En Swahili. C'est en Swahili. Très bien. Ok. Donc c'était les trois. Donc, est-ce qu'on peut dire que Joseph Kabila a commencé le maquis avec Mouzé? Joseph Kabila, selon l'histoire de ceux qui l'ont vu, Joseph Kabila, lui et sa jumelle sont nés au maquis de Ewabora. Et c'était les jours d'affrontement avec l'armée régulière. Bon. L'armée loyaliste. Joseph Kabila a grandi au maquis. À chaque fois même... Avec Maman Sifa toujours comme mère. Avec Maman Sifa. Et on dit même à chaque fois qu'on voyait même un avion de commerçants, il y avait toujours des traumatismes et des croix que ce sont des bombardiers. Et le jeune Joseph Kabila et sa sœur couraient vite dans les trous des fusiliers ou bien dans des tranchées de communication. Il va grandir dans ce contexte de maquis jusqu'à 6 ans. Et là, il suivait des enseignements. Il y avait une école. Il y avait une école gardienne. C'est là où il a fait ses premiers pas dans ses études. Et à 6 ans, donc là nous sommes en 1977, 5 ans avant la création de l'UDPS, Joseph Kabila et sa sœur vont aller en exil à Dar Salam. Et arrivé à Dar Salam, c'est là où il sera inscrit sous la clandestinité. Ok? En ce moment-là, vous, Maître Carlos, vous êtes où? Là, moi, je suis... vous me demandez, j'étais où? Non, en ce moment, pendant cette période-là, vous êtes où? Moi, je suis à Kalima. À Kalima. Kalima, Lubile. Toujours dans le cadre de l'AFDEL? Non. Moi, je suis né à 75. Ok. Et je suis né à 75 ou à Pénékoussou. Dans quel contexte? Selon l'infirmier en chef, qui consulte ma mère enceinte. Qui est encore vivante? Ma mère? Oui. Non, ma mère est morte avec l'histoire des rames ici. Oh, attendez. Elle est victime des rames, ma mère. Oh, oui. Elle est morte de ça? Oui. Où? Parce que... ici ou à Kinshasa? Comment, où en province? En province. C'est dans quelle province? Elle devrait avoir mon secours. Mais à chaque fois qu'elle mettait les crédits pour m'appeler, le RAM lui prenait les crédits, lui prenait des crédits. Et jusqu'à ce qu'elle perde sa vie, sans que je puisse intervenir. Attendez, c'est très très choquant ça. Vous savez, quand vous avez perdu un être cher dans le contexte beaucoup plus obscur comme ça fait très très mal, de surcroît une mère. Oui. Bon, paix en son âme, on reviendra quand même sur ça. Pas n'importe quelle mère. Une mère qui nous a élevés à un Petite certain parenthèse, moment. c'était quoi votre réaction quand vous avez appris que maman était décédée des suites du Non, RAM? c'était terrible. C'était terrible. J'ai lutté pour toutes les victimes des rames, en fait qu'on puisse mettre fin à cette pratique cybercriminelle. Ok. Alors, l'infirmier en chef consulte ma mère et lui dit non, votre grossesse est un peu compliquée et que vous ne pouvez pas mettre au monde dans un petit dispensaire. Vous devez vous déplacer vers Chabunda parce que c'est là où il y a un hôpital de référence. Alors, maman attend parce qu'il avait le véhicule de 10 roues des soldats de Mobutu où le sergent chauffeur, conducteur, était son cousin. Et il lui dit, ma soeur, tu m'attends, je pars déposer les troupes pour combattre Mouzé à Fizi. De mon retour, je vais te prendre parce que tu dois aller dans de bonnes conditions à la cabine pour aller affronter votre enfant. Et c'était 5 roues, selon ma mère, selon l'histoire de ma mère. Et
tous sont entrés dans l'embuscade. Vous êtes de quelle province? Moi, je suis du Sud Kivu. Sud Kivu. Oui, oui. Avec Kamere. Évidemment. Avec. Oui. Alors, tous sont entrés dans l'embuscade et ils vont mourir. Oh! Oui. Les troupes qui devaient secourir votre mère pour vous mettre vous au monde sont toutes tombées dans une embuscade de rebelles, de maquisards, de Mouzé, et ils sont morts. Alors, maman attendait le retour de son cousin qui n'est jamais revenu. Qui n'est jamais revenu. Mais, et puis elle va apprendre que non, son cousin. Entre-temps, il y avait un besoin de mettre au monde. Comment ça s'est passé? Oui. Maintenant, elle va apprendre que son cousin est mort. Et pendant le deuil de son cousin, c'est là, moi, Carlos, je suis né. Oh, ils étaient quand même allés finalement à... Oui, je suis né facilement, sans même beaucoup de douleur. Toujours dans ce centre, ils sont allés à l'hôpital? Au centre. Et je suis parmi les enfants qui n'a pas beaucoup compliqué ma mère lors de l'accouchement. Donc c'était encore une grâce. Pendant que l'infirmier en chef disait que la situation ma n'était pas naissance bonne, serait très compliquée, mais ma mère a fait une maternité sans douleur. Alors voilà comment ça c'est à 75. À l'époque, Mouzé est encore actif au maquis de Ouabora. Et ici à Kinshasa, à l'OZRT, on dit Mobutu pacificateur, Mobutu réunificateur. Unificateur. Et vous voyez même des professeurs d'université qui disent sous Mobutu, il n'y avait pas l'insécurité à l'Est. Mais si vous parlez d'un cas flagrant. Merci. Alors, c'est très important ce témoignage. Mais quand vous regardez sur cette photo, qui vous retenez? Je vois mon général-major Joseph Kabila qui salue son père. C'est pas si c'était des retours des musées de Harare, parce qu'il y a eu plusieurs photos. Ok? Il y a eu plusieurs photos. Donc, il n'était pas vraiment un enfant gâté, hein? Joseph Kabila? Ouais. Parce que voilà déjà un père qui forme son fils et d'aller au front. D'abord pour libérer, ok? Avec tous les risques possibles. Pour combattre l'agresseur, ce n'est pas facile, hein? Aujourd'hui, nous sommes agressés depuis 4 ans. Avez-vous déjà vu les fils de Mbosso, les fils de Président Tshisekedi, les fils de Kabouya, les fils de Peter Kazadi, les petits frères de Sama Lukonde s'enrôler dans l'armée? Non. Il faut féliciter Mouzé Laurent Désiré Kabila, d'autant aussi Mobutu, qui a envoyé aussi ses enfants. Je vous parle des fonds de Tingiti. C'est quand même, ça prête à analyser cette interpellation. Aujourd'hui, demain, celui donc vous prenez votre propre enfant, vous l'envoyez en guerre, sachant qu'il pouvait mourir à tout moment. Évidemment, il faut saluer ce grand homme. Mais pourquoi les fonds des... Parce qu'aujourd'hui, les 16, non? C'est les 16 que Kenge va tomber, non? Ok. Mais ce n'était pas facile. Pourquoi? C'est tout simplement parce qu'après la prise de Kikwiti, l'AFDEL croyait prendre Kinshasa dans 2 jours. Mais lorsque Kongolo Mobutu, qui était capitaine, il organise ses troupes de la DSP et il vient lui-même au front de Kenge, il n'y avait aucun général, aucun colonel pour trahir encore son père. Parce que Kongolo Mobutu était là présent. Attendez. Est-ce que la stratégie d'intégrer et de donner des fonctions militaires à son propre fils serait aussi une manière de prévenir sa propre sécurité, mais s'éviter de toute trahison? Ça oui, mais c'est aussi le patriotisme. C'est historique. Dans l'histoire, lorsqu'on va en guerre, c'est le roi qui était devant. Et le roi combattait à ses côtés, c'était son fils, qui était un grand cavalier. C'est depuis l'histoire. Très bien. C'est super important. Maître Carlos Mopili. La place des enfants des officiers ou les enfants des dignitaires, ce n'est pas au cabinet en train de toucher 5 000, 10 000 dollars ou aller à Lualaba chez qui? Chez la gouverneure. Chez Masuka. Chez Masuka, la prier Lualaba. Non. Ce n'est pas dans les mines.
Les enfants des officiers, ce n'est pas rester au cabinet en train de jouer dans les réseaux sociaux. Merci, Maître Carlos. Parce qu'imaginez-vous si on avait des enfants de nos autorités au front. Ok? Qui pouvait trahir là? Personne. Qui pouvait Qui détourner? pouvait accepter de trahir son père? Qui pouvait détourner Non. Président seulement que... Moi, je vais poser cette question avec courage. Hein. Plusieurs ne la posent pas. On a dit que c'est Joseph Kabila qui a participé à la mort, parce que ça s'est dit, hein. Ça s'est dit surtout par l'IDPS, machin. Joseph Kabila a participé au coup d'État contre son père. Comment vous percevez cette question, cette affirmation, et quelle analyse vous menez, vous qui avez été dans cette affaire? Quelle est votre lecture? Ça me fait rire. Vous voyez encore les faux enfants de Mosée. Il y avait un monsieur comme Ibrahim ou l'autre Etienne Kabila. Oui, il passait tout le temps à la télé. Hein. C'est moi qui les ai chassés. Oh! Avec mes arguments. Comment ça? Ils sont passés, moi j'ai demandé les droits de réponse. Ils sont passés où? Ils sont passés dans un média là, PES TV là. Moi je suis demandé les droits de réponse. Et on me l'a accordé. Et j'ai demandé à ces deux gens. Redressez vos micros. J'ai demandé à ces deux gens. Si vous êtes vraiment les enfants des Mosées, que nous respectons, nous vénérons, je suis prêt à supporter votre test d'ADN. Ibrahim, faites votre test d'ADN avec Etienne Kabila. Si les tests d'ADN prouvent que vous êtes d'un même parent... Mais vous allez confronter ces tests-là d'ADN avec qui? Parce que Mosé est mort. Non, c'est-à-dire, il y a Ibrahim Kabila, il y a Etienne Kabila. Moi, je les ai demandés. Je leur ai demandé. Ah, et tous les deux, de faire un test d'ADN. On va voir s'ils ont la même parenté. Attendez. Attendez. Et ils ont fui. S'il vous plaît, mettez Carlos au fil. Donc, Ibrahim Kabila et l'autre c'est qui? Etienne Kabila. Et Etienne Kabila, vous payez les tests d'ADN. Oui, oui. Comme ça, si les résultats s'avèrent que ce sont les frères, en ce moment, vous confirmez la thèse qu'ils étaient enfants de Mosé. Mais cette fois-là, vous allez maintenant confirmer la thèse aussi que Joseph Kabila n'était pas enfant de Mosé ou comment? Non. Vous savez, je suis juriste. Parce que là aussi, vous allez demander l'ADN de Joseph Kabila. Je suis juriste, non? Oui. Je connais ce qui dit les droits. Vous avez des enfants, non? Oui. Est-ce qu'on peut demander le test ADN à vos enfants? Non. Vous? Non. De votre vivant, Non. vous me présentez que ça, c'est mon fils. Non, déjà allez voir. Allez voir déjà mes enfants quand vous les regardez. Vous n'avez même pas besoin d'ADN. En regardant, vous dites que c'est l'ADN. Joseph Kabila arrive au front. Non, pas arrive. Moi, je l'ai trouvé au front en train de commander les fronts. Ok? Kisangani tombe sous son commandement. De l'autre côté. En ce moment, il avait quelle fonction? Il était commandant en charge de quoi? Commandant des opérations. Commandant Et des là, opérations. c'est Kisangani. Donc un peu comme chef d'état-major général. Non, pas comme chef d'état-major général. C'est vraiment commandant des opérations. Ok? Parce que de l'autre côté, il y avait le général Kaloume, Numbi, qui était aussi commandant des opérations, mais qui les faisait avec le général Kabiriki, ex-phare. Très bien. Oui, parce que les gens parfois ne comprennent pas. Les Rwandais qui étaient aux côtés des ex-phases de l'armée zéroide étaient 10 fois nombreux que les Rwandais qui accompagnaient la FDL. Ok. Donc même les Rwandais même étaient aussi divisés sur la question de l'AFDEL et les phases. Mais il y avait un affrontement entre les Tutsis. Les Tutsis étaient nos alliés. Okay? C'est l'armée du Rwanda, armée régulière. Armée régulière. Mais il y avait aussi l'ancienne armée régulière qui avait fui après l'assassinat après l'opération Tchikouas, c'est-à-dire après l'assassinat de président Biarimana. Et même au front, à chaque fois que Kongolo Mobutu venait au front, il était à ses côtés, le lieutenant là, le fils d'Abiarimana au front. C'était les renseignements qui nous donnaient ça. C'était le rapport de renseignement. Donc, les fronts de Tingi, si ça a duré, c'est à cause des bravoures des ex-phares. C'est-à-dire forces armées rwandaises. Très bien, merci. Maître Carlos Mopili, c'est très important, c'est enrichissant
ce que vous dites. Et lorsque Kisangani est tombé, c'est là où, sur les écrans, les gens vont découvrir maintenant Joseph Kabila. Ah, donc avant la tombée de Kisangani, Joseph Kabila n'était pas encore découvert. Non, sur le plan des médias, non. C'est lorsque Kisangani tombe que celui qui avait fait l'interview de la chute de Kisangani, c'est Joseph Kabila. C'était en français ou en swahili? C'était en français. En français. C'était en français. Donc à l'époque, Joseph Kabila parlait déjà français. C'était en swahili. C'était en swahili ou en anglais. En swahili ou en anglais. Oui. Parce que ça doit être en swahili. J'ai fait un petit Ça doit être en swahili. J'ai fait un petit constat. Oui. J'ai fait un petit constat. C'est que la plupart des rébellions, généralement, c'est plus le swahili ou l'anglais. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez la même impression que moi. Normalement, lui, comme il a fait toutes ses études à Dar es Salaam, le français il l'a appris parce qu'il étudiait dans une école bilingue, français, anglais. Mais en Tanzanie comme au Kenya, le swahili c'est une langue officielle. Nyerere lui-même, vous trouvez le swahili parmi les langues qu'on fait même une thèse sur swahili. Comme on le fait, on est PhD en français, on est aussi PhD en swahili. Donc c'est un peu ça. Qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui, sur base de quelle thèse vous confirmez la paternité de Mosé Laurent Désiré Kabila à Joseph Kabila? Mais je vous parle des gens qui sont vivants. Vous savez, cette rumeur a traîné tout simplement parce que aux côtés du président Joseph Kabila, il n'y avait pas de témoins d'histoire. Il n'y avait pas de témoins. Il n'y avait plus de témoins d'histoire. Mais je vous parle par exemple de l'exemple de Ibrahim Kabila et de Tchéni Kabila. C'est parce qu'il s'est promené avec ce mensonge qui pouvait les contredire. Très bien. Parce que les gens qui sont aujourd'hui aux côtés du président Kabila, ce sont les gens qui l'ont rencontré lorsqu'il est président de la République. Très bien. Et ils sont devenus plus kabylistes. Et nous, marginalisés, on est oubliés. Bon, c'est un peu ça, ok, que les gens viennent avec des mensonges. Mais je vous parle même de l'autre fois, lorsqu'on faisait le vernissage du livre de Papa Ismaël, j'avais pris la photo de la femme qui était la nounou. Vous parlez de nounou. Celle qui portait les jumeaux, Joseph Kabila et sa soeur. Elle vit ici à Kinshasa, au Kabadading. Je ne sais pas si elle est déjà rentrée. Ah bon? Oui. Elle est légale de Mwenga. Ok. Oui. Je l'ai posté sur mon compte Facebook. Est-ce que vous-même vous êtes kabyliste? Le père, oui. Pas les fils. Pardon? Mais les fils, il doit être kabyliste de père. J'ai dit, vous n'êtes pas kabyliste des fils. Non, moi j'ai dit kabyliste de père. Pas des fils. Mais pas des fils. Moi, je n'aime pas travailler avec les fils, non? Ok. Je suis dans la société civile. C'est clair, c'est ça la question. Je suis dans la société civile. C'est la question que j'ai posée. C'est ça, oui. Même quand vous savez qu'il n'y a pas de société civile dans notre pays, il y a une société civile proche opposition, proche pouvoir. Alors, on va quand même avancer et terminer cette émission. J'aime beaucoup ces révélations, ça aide beaucoup les jeunes. Non, parlons de l'assassinat parce que vous m'avez interrompu. Les jours où on va assassiner Mosé, à l'époque, moi j'étais déjà officier élève pilote, non? J'étais en dolo. Oh, vous étiez officier de l'air? Oui. Alors, je devrais rentrer me faire coiffer au palais de Marbre. Parce qu'il y avait le... Là, vous aviez quel grade? J'étais commandant. J'arrive. Commandant. Je termine là. Hein, parce que c'est une parenthèse qu'on a ouverte. Il faut que je la ferme. Très bien. C'est que le commandant Djadja qui me coiffait depuis la formation, alors il continuait toujours à me coiffer. Moi j'habitais Kabadjading et lui à côté, en face des hôtel Okapi, en face de la résidence de Kengwadondo. Vous voyez l'hôtel Okapi? Non, je connais pas. Quand vous montez vers
vous dépassez Palais des Marbres. Vous voyez, quand vous prenez l'axe de Delvaux, il y a l'hôtel au Capi. Ah oui, je vois. Hôtel, là. À côté, il y avait un immeuble là de Kengo. Kengo, là, ils habitaient les bataillons des zèbres, c'est-à-dire bataillons des PMF, hein, des soldats. En face, c'était nos amis qui habitaient de l'autre côté. Maintenant, Djadja, il était des escadrons blindés. Alors, c'est lui qui me coiffait. Et il devrait me coiffer ces jours-là. Moi, je quitte, parce que c'était à 9h, je quitte Ndolo pour prendre la direction de Palais des Marbres pour me faire coiffer. Mais 2 fois, à chaque fois que je prenais le véhicule, le véhicule connaissait des crevaisons. Oh. Ah, Dieu même, mon frère. Votre véhicule, à vous bien le véhicule du service? Non, j'ai pris d'abord le bis. Ok. Les bis. Donc les transports en commun. Les transports en commun. Là, vous étiez en tenue ou en civil? Non, en tenue civile. Ok. Ça fait. J'ai connu une panne de crevaison. Encore, j'ai vu une Jeep Pajero d'un ami militaire qui allait aussi dans ce sens. Ça fait aussi encore une panne de crevaison. C'est là que je vais trouver encore d'autres amis qui allaient vers Badiading. Ils vont me prendre vraiment avec pression, par contrainte. Allons-y. Et nous allons jusqu'au camp Badiading. C'est maintenant que j'étais devant l'écran que je vais voir maintenant le premier discours du colonel Edi Kapende, suivi des ministre de l'Intérieur, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, le fait Gaïta Kakouchi. Donc, mais à cette époque-là, ok, où était Joseph Kabila? Très bien. Joseph Kabila devrait mourir, je crois, 1 semaine avant son père. Oh. Parce que je vous parle de Petit Djadja qui était des esclados blindés. Parce que nous, après. Il est toujours vivant, Djadja. Il doit être vivant. Il doit être vivant. Il y a eu nos amis qui étaient des escadrons blindés. Parce que Mosé avait acquis des nouveaux chars. Et qu'on avait déployés vers le front de Poueto. Arrivé au front de Poueto contre le RCD, Goma. Nos amis, avec l'esprit patriotique, ils vont commencer à bombarder l'ennemi et l'ennemi ne résistait pas devant ces chars-là. Parce que c'est des chars qui avaient de crans, tout consort, pour localiser. C'est des chars perfectionnés de 1999. Et que sa première expérimentation, c'était ici au Congo. Alors, comme ils avançaient, le général Joseph Kabila était dans un char d'un ami. Les troupes, c'est-à-dire les fantassins, normalement devraient encadrer le char. Mais les troupes ont abandonné les chars. Vous voyez la trahison? Ils ont abandonné les chars. Et Joseph Kabila est resté seul à l'intérieur. Oui. Et les chars ont avancé. Mais il y avait maintenant un colonel à l'époque. Il était encore colonel. À Goloa. Qui était Mungala. Il apprend que le général, il est là avec au moins 7 chars, sans troupes pour les sécuriser. Il a trouvé que c'était un danger. À Goloa, c'est parmi quand Mobutu fuit, il était major dans le bataillon des commandos de choc. Commandos chinois. De la brigade de Mbouza Mabé. Lui, il va prendre quelques soldats pour aller secourir les chars. Parce qu'il trouve que c'est dangereux. Mais malheureusement, c'était déjà trop tard. Les chars sans troupes seront exposés. Et les RCD qui avaient des missiles solaires, il faut commencer à cibler le char. Et parmi les gens qui étaient dans les chars, je vous dis, il y a eu mon ami avec qui on partageait une tente. Je l'ai vu là. Quand vous voyez son bras ou son corps et même sa tête, il n'avait plus de cheveux d'un côté. Il était brûlé, calciné. Il y a eu 2 qui sont morts, mais un, il était seulement le général Joseph à l'époque
et qui sont sortis sains et saufs. Sains et saufs. Et d'ailleurs, on avait même perdu son contact. Ça, c'est quelques jours avant l'assassinat de son père. C'est Joseph qui devrait être tué suite à la trahison parce qu'on l'a laissé seul. Mais il n'était pas mort. Il n'était pas mort. Merci. Donc voilà un peu ça, ok. Mais si par exemple ces gens-là, ok, qui étaient avec lui dans le char, étaient plus visibles, ils pouvaient témoigner pour lui. Ok. Donc c'est faux et archi faux. L'assassinat s'est fait. Joseph Kabila n'était pas là. Et c'est après l'assassinat de son père que les vieux que nous avons consultés, ok, qui sont encore vivants, qui vont le faire venir. C'était quoi les critères pour choisir Joseph Kabila, le remplaçant de Mouzé? C'était quoi les critères? Ah, c'est très bien. Vous maîtrisez les droits constitutionnels. Nous étions en état de guerre. État de guerre, très bien. Lorsqu'on est en état de guerre, c'est que toutes les institutions sont militarisées. Et nous étions régis par un décret-loi constitutionnel qui n'avait que 2 pages comme ça. Très bien. Qui n'avait pas défini des modalités d'acquisition des pouvoirs et même des pertes des pouvoirs. Ce qui fait qu'on devrait se référer aux us et coutumes. En état de guerre, comme le président était assassiné, c'était les chefs d'état-major général. On appelait commandant d'interarmée. Le général, le lieutenant général Louecha. Mais lui, il étant vieux, il a renoncé. Or, vous voyez, après le commandant interarmée, il y a 3 forces. Force terrestre, force aérienne et force navale. Mais la préséance revient toujours à la force terrestre. C'est comme ça que après Louecha, c'est Joseph Kabila qui devrait prendre le pouvoir. Donc ça n'avait rien que non, c'est c'était par principe. Par principe, par les justes coutumes constitutionnelles. Ah, c'est une très très bonne révélation. C'est une émission riche parce qu'on aime quand même les révélations comme ça. On se demandait de temps en temps, on s'est dit, mais avec le vieux qui était là, avec Mouzé qui ont combattu, pourquoi on devrait choisir un enfant de 29 ans, remplacer Mouzé, de surcroît son père? Il y avait quand même un flou qui s'observait dans le choix subjectif. Donc ce n'est pas Joseph Kabila qui a remplacé son père, mais c'est le commandant des forces terrestres qui a remplacé les chefs de l'État assassinés. Très bien. Ah, c'est très important. Et aussi à cette époque, c'était comme à l'époque où on parle de la Bible qui va descendre sur la terre pour libérer les gens. Parce que quand Joseph Kabila a pris ses pouvoirs, personne ne lui donnait 3 mois. Maintenant, on va revenir tout le monde avait peur. On va revenir sur cette prise de fonction. Joseph Kabila prend la fonction du président de la République. Quel a été le traitement qu'il a réservé aux Kadogo qui ont combattu avec son père? C'était quoi l'encadrement qu'il y avait pour pérenniser la vision du musée Laurent Désiré Kabila? Bon, après sa prise de pouvoir, tout allait bien. Tout allait bien. Bon, la marginalisation, on peut dire la quasi-marginalisation, va commencer après, je crois, avec la création du PPRD. C'est le PPRD qui a commencé à déboulonner le kabylisme. Parce que déjà en 2006, vous vous souvenez de la promesse de maman Olive Lembe au maman de Gambela. C'est quoi? Qui lui reprochait déjà l'entourage de son mari. Et maman Olivier Lembe avait promis à ses mamans maraîchères que je parlerai à papa, mon mari, de nettoyer son entourage. Déjà en 2006. Très bien. Si même Bemba était un peu favori, c'est tout simplement parce que l'entourage déjà au PPRD, on voyait déjà le visage des Mobutistes. C'était ça. Et plus tard, ça sera maintenant l'entrée des anciens du RCD et du MLC.
Très bien. On va terminer cette émission parce que nous sommes arrivés. Mais il y a des choses que je n'ai pas encore évoqué. Je vais vraiment économiser le temps. Évidemment. On a fait 1 heure. Déjà. Oui, déjà. Bon, je vais me faire violence encore de grignoter, d'ajouter quelques minutes. Parce qu'il y a des choses. À quel moment vous étiez lésé en tant que muséiste dans la gestion de Joseph Kabila? Bon, je n'aime pas parler de nous. Vous savez, nous ne sommes pas comme les combattants de l'IDPS qui réclament et qui insultent lorsqu'ils ne sont pas servis. C'est que quand moi je vois Joseph Kabila, je vois son père, ok? La plupart des Kadogo voient son père. Ce qu'il a fait pour nous. Parce que nous avons été récompensés après la prise de pouvoir, même avant la prise de pouvoir. Récompensé comment? Louis France. Je vous dis, j'ai grandi au Sud Kivu. Le premier major à saluer dans ma vie, c'est un vieux de chez nous, Major Sadiki. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Et ces jours-là, c'était... J'oublie encore l'hôtel là, Bukavu. Il y avait le major Chipoul Palang. Nous, on a grandi, on avait peur même d'un adjudant. Mais grâce à la FDL, moi, Carlos Mopini, j'ai pu dormir dans la chambre de Mobutu, dans son lit. Vous savez, le premier à dormir dans le lit de Mobutu, même de sa résidence de Lissala, c'est moi. En tant que qui? Libérateur. Oh, donc quand vous l'aviez chassé et vous êtes venu chez lui, vous voulez dormir, mais il peut y avoir des grenades. Mais quand nous on entrait comme des libérateurs, vous savez le pouvoir. Moi quand je vois par exemple les gens aujourd'hui qui sont au pouvoir, ils ont raison d'avoir le réflexe de ne pas croire que le pouvoir peut partir. Vous savez, la FDL nous a formés. Parce que les Mobutistes, ils ne croyaient pas qu'ils peuvent partir. On arrivait dans leur maison, on trouvait qu'ils étaient sur table. Ils ont fui alors qu'ils commençaient à prendre le déjeuner. C'est que ils voulaient attendre de bonnes choses. T'aurais poussé Bango. Tu vois? Lorsqu'il dit t'aurais poussé Bango, ah ok. Kakengo dit on va faire un pont aérien. Ok? Les mercenaires serbes et français sont arrivés. Ah ok. On a bombardé. Ah, ok. Mais les Mobutistes, on laissait tout. Et je vous dis, imaginez-vous, vous voyez par exemple sa résidence d'installée là. Nous on est là, bon, parfois on s'est disputé pour nager dans la piscine. Pour dormir. Il y a aussi son bureau même de palais du peuple là avec sa chaise. Parfois on s'est disputé pour s'asseoir. Et vous voyez même la résidence d'Instélé. Il y avait une paillote où on nous disait Mobutu s'asseyait pour saluer les passants sur les fleuves. Et moi j'avais l'habitude aussi de m'asseoir là et je saluais les gens comme Maréchal Mobutu. Donc vous voyez ça. Nous on a, en tout cas avec le musée, il y a des choses qu'on faisait. Parfois, notre joie, on tirait en l'air. Et parfois, musée nous comprenait, il nous pardonnait parce qu'il disait que non, ces enfants méritent quand même. Et puis, ils sont encore petits. Considérés. Et puis, ils sont jeunes. Évidemment, c'est un peu ça. C'est ça. Mais, en regardant aujourd'hui, en ayant un regard sur le départ de Joseph Kabila, est-ce que vous réalisez que le kabylisme muséiste n'a plus sa place dans notre pays, n'est plus opérationnel? Non, c'est opérationnel. Dans quelle dimension? Non, il faut comprendre que d'abord, le kabylisme veut dire changement, chasser les antivaleurs. Très bien. Aimer les pays plus que soi-même. Ok? Et c'est ça. Je vous ai enseigné, non? Bien sûr. Vous m'avez. Je rappelle ici que vous avez été mon enseignant. Est-ce que vous aviez eu ne fût-ce qu'une rumeur que l'enseignant Carlos
sortez avec une étudiante. Non, jamais. Demandez l'argent. Jamais. Voilà les cas. Même pas la corruption. C'est ça. Jamais. C'est-à-dire, nous communiquons. Même moi-même qui avait de relations avec vous, aucun jour j'ai été favorisé. Et voilà. Aucun jour. C'est-à-dire, c'est ça le kabylisme. C'est-à-dire, prêcher par les exemples. Et Mouzé l'a prêché. Et puis enseigner en plus en licence. En deuxième licence, c'est là où les études deviennent très très compliquées, où les gens peuvent facilement corrompre pour partout, distinguer. Et partout, même dans la société civile, j'ai eu à changer les choses. Nous avons trouvé, j'ai trouvé les collègues là qui étaient des espions contre leur pays. C'est-à-dire les vassaux des impérialistes, des ambassades, qui apprenaient comment critiquer ou espionner leur État. Non, vous savez, je suis de la société civile. Je peux critiquer la gestion de la CENI, je peux critiquer la gestion du président de la République, ok? Mais pas pour les comptes des impérialistes, pas pour les comptes des ambassades. Ça, je ne peux pas le faire. Merci. Alors, je vais vous donner 3 minutes. Oui, oui, bien sûr. Parce que là, nous sommes arrivés, nous risquerons de faire 1h30 minutes. Non, c'est important dans quel sens? Ok? Oui. Parce que lorsque les gens nous accusent de venir avec les Rwandais, ok? Alors que c'était une révolution, ok? Les gens oublient une chose. Mais quelle différence y avait-il entre votre révolution et une rébellion? Non, ça se comprend en sciences politiques. Une révolution qui échoue, ça s'appelle rébellion. Lorsqu'un rebelle prend le pouvoir, vous ne pouvez plus l'appeler rébellion. Qui va les condamner? Est-ce qu'il y a une infraction? Non. Ok. Mais aujourd'hui, avec la rénovation de la Cour pénale internationale, on peut se dire un chef d'État après ses fonctions, il pouvait être poursuivi pour des infractions, par exemple crime de guerre, par exemple. Non, s'il y a eu des crimes de guerre. Oui. Mais parce que aussitôt qu'il y a la rébellion, il y a constatation de tous ces faits, entre autres dans les affrontements. Non. La rébellion, c'est ce qu'en droit international, on appelle principe de l'autodétermination d'un peuple. Très bien. C'est consacré parmi les principes du droit international. Avec les mécanismes précis. C'est pas avec les armes. Non. C'est consacré dans l'article 20 de la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple. C'est-à-dire, lorsque le peuple est sous une dictature, lorsque le peuple est victime des violations des droits de l'homme, ok, le peuple a droit de se rebeller et peut faire recours aux armes. C'est consacré par l'ONU et par la Charte africaine des droits de l'homme. Ce n'est pas un péché. Mais qu'est-ce qu'une rébellion? Ça s'appelle maintenant force négative. C'est lorsque maintenant elle s'apprend contre un pouvoir légitime, démocratique. Là, vous n'avez pas le droit de prendre les armes. Donc, vous n'avez pas le droit de prendre les armes. Mais ça veut dire quoi? Vous aviez posé la question sur la conception, ok? C'est que les gens oublient que le Rwanda, qu'on peut parler du Rwanda aujourd'hui, tout parle de Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui était parmi les premiers, les pionniers révolutionnaires d'Afrique. Mouzé, qui est reconnu d'avoir reçu le grand Che Guevara. Il va aller faire ses académies en Chine, chez Mao Tse-tung. Alors, lorsqu'il rentre, il faisait beaucoup de conférences, débats à l'université de Dar es Salaam. Très bien. À l'époque, Museveni est un civil étudiant. C'est là que Museveni va apprendre le goût de la révolution armée. Et Museveni, encadré par Devier Chamujoma de Nyerere, va le confier à Mouzé pour venir apprendre le maquis, comment ça fonctionne. C'est comme ça que Museveni, pour la première fois, il arrive au maquis de Mouzé, mais pas à Ewabora qui était la capitale, mais au maquis de... Non, pas aussi Wibindira, mais Congo Mukaone. C'est là où Museveni civil va apprendre à tirer avec une arme de guerre.
avec les colonels Kaliste et Ismaël. Et lui-même, Museveni reconnaît ça dans son livre. Il fait 45 jours, il rentre, il va faire une autre expérience à Mogadiscio et Museveni, jusqu'à ce que l'armée tanzanienne va l'appuyer pour renverser le pouvoir de l'Ouganda. Merci. Mais Museveni, il renverse le pouvoir avec les Congolais, les anciens maquisards de Mouzé, avec l'armée tanzanienne et avec les Rwandais, dont Paul Kagame et les James Kabarebe. Il prend le pouvoir. Museveni aussi, il va aider la révolution rwandaise, force patriotique rwandaise, avec Rugema, pour renverser le pouvoir de Kigali. Rugema va mourir et Kagame qui sera repêché de l'académie aux États-Unis pour continuer la lutte. Merci. Donc, alors, à chaque fois que les gens disent pourquoi nous sommes venus avec les étrangers, ils doivent comprendre qu'aucune révolution armée s'est faite sans l'appui extérieur. Parce que même déjà en 1966, il y avait Che Guevara avec les Cubains qui sont venus nous appuyer. L'Ouganda, Museveni, a été appuyé par l'armée tanzanienne. Le Rwanda a été appuyé par l'armée ougandaise. Même Sassou Nguesso qui nous regarde, il a été appuyé, son Cobra a été appuyé par la DSP de Mobutu. Ok? Et s'il faut aller même dans les expériences internationales, c'est l'armée chinoise qui va appuyer Kim Il-sung, le grand-père de Kim Il-jong-un aujourd'hui, et le père de Kim Il-jong-il. Et le fils unique de Mao, le jour où on prend Pyongyang, Corée du Nord, la capitale de Corée du Nord, il va tomber. Et Mao Tse-tung va dire qu'on enterre son fils à Pyongyang, à la capitale de Corée du Nord. Maître Carlos Mopili, alors, moi je vais rassurer, je suis en train d'étudier un format d'une émission qui va rester dans cette perspective, mais une émission ponctuelle. Je crois que ça peut prendre une fois la semaine ou une fois les 2 semaines. Je vais voir. Une émission qui va tourner autour de l'histoire politique du Congo. Et puis une autre conception dont je suis en train de viser sur la révolution africaine. Aujourd'hui, nous sommes vraiment colonisés. Nous sommes colonisés à tous les niveaux. Pas la colonisation, le néocolonialisme, non. C'est la colonisation classique. Le maquillage, le vernis aux ongles, les cabellos, même la nourriture, même pour manger. Un blanc, quand il vient ici au Congo, il vous impose ce qu'il doit manger, ce qu'il mange chez lui. Toi, Congolais, tu vas à l'étranger, oh non, donnez-moi le ketchup à l'ananas. Mais monsieur, oliaga pondo amadeso, oliaga fufu, oliaga nguba, oliaga mikungu, oliaga dini bandindi. Okomi na poto kaka boye bani kolia ba poto mindele, olia ba biloko boye mindele, oyebi yango pété. Bon, continuez pe kolia awa, tant kolia kozonga, o continue à kolia te. Alors, le nègre est très complexe. Il faut que dans ça la conception moko. Maître Carlos, je pense que nous devons faire quelque chose dans ce sens. Pardon? Il reste... Non, allez-y, il n'y a pas de problème. Émission avec vous, c'est vraiment, il faut être détendu. Non. J'allais parler... De quoi? Non, les gens nous critiquent d'avoir nommé James Kabarebe. Oui, c'est très important. Je vais vous donner vraiment deux... Il faut pas qu'on s'en parce qu'il y a une autre production qui vient après nous. Qui est James Kabarebe et comment il est intervenu dans la scène, dans l'histoire de l'AFDEL? C'est très important. Ok. Il faut dire que Kagame, il était le patron de renseignement en Ouganda. Et il est allé étudier Paul Kagame et James Kabarebe. Ils ont étudié dans de grandes académies américaines avec des passeports ougandais. C'est là qu'ils ont commencé à travailler avant de venir au Congo. Alors, James, il était commandant en chef. Mais jusque-là, j'ai toujours cherché le décret qui a nommé James. Je n'ai pas encore trouvé ça. Parce que James Kabarebe, tout ce temps qu'il vivait au Congo, il n'a jamais porté même le grade d'un lieutenant. Il était commandant
et il touchait la même prime de $100 que tous les libérateurs. Alors, les gens disent pourquoi? Mais ce n'est pas du nouveau. Après l'indépendance, qui était commandant en chef? L'indépendance où il y avait Kasavubu, Lumumba, le pionnier de l'indépendance. Qui était commandant en chef? C'était général et ancien, non? Et tous les officiers jusqu'au lieutenant étaient de Belges. Ça, c'est la première partie. Ça veut dire que ce n'est pas nouveau, ça a existé. Pour des besoins de cause, on peut avoir les étrangers. En 1964, lorsque la rébellion avance, Moïse Tshombe est nommé Premier ministre. Moïse Tshombe va faire revenir ici au pays les mercenaires. Quand vous entendez colonel Bob Denard, major Scram, lieutenant jamais mouru dans la guerre, Bob Denard n'a jamais eu le grade, il était un mercenaire. Mais c'est logé de Mobutu qui va nommer Bob Denard colonel. Jean Scram major. Ils sont dans logé. Allez dans les archives. Merci. Ce sont des étrangers nommés dans l'armée congolaise. Je voudrais vous partager avec vous. Aussi, en 1994, lorsque le Rwanda est maintenant dominé par les Kagame, 3 doyens des facultés de l'université de Kisangani vont démissionner pour aller au Rwanda. Ok. Sous les Zaïre. Je voulais vous montrer comment les Rwandais existaient depuis bel et bien au Congo et nous n'avons pas amené les Rwandais, c'était des alliés. Et aujourd'hui, ce débat doit être clos parce qu'aujourd'hui, nous sommes en guerre. Le président Félix amène aussi des armées étrangères pour venir nous aider. Merci, c'est très important. Je vais partager avec vous un témoignage que j'ai reçu de Maître Pascal Nimbo, parce que c'est quand même un acteur, pas le moindre, qui a quand même... parmi les grands nationalistes. Quel témoignage avez-vous d'abord de lui? Moi, vous savez, j'aime trop l'histoire politique de notre pays. Très bien. Et je ne prends que les parties importantes. Très bien. Si on voit Pascal Nyembo, c'est un Congolais qui a accepté de sacrifier son poste pour défendre les intérêts économiques du Congo. Très bien. Donc, les mines du Congo devant le Conseil de sécurité. Très bien. C'est lui qui a crié très haut fort que le Rwanda pille au Congo. Et tout en sachant que le Rwanda avait de relais ici. Très bien. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, ceux qui nous gèrent viennent de l'académie du recteur Kagame et Museveni. Très bien, merci beaucoup. Je l'ai reçu de Maître Pascal Nimbo dans nos échanges. Il m'a avoué un jour que James Kabarebe n'a jamais été chef d'état-major ici. Évidemment. James Kabarebe était en train de gérer des troupes qui revenaient du Rwanda dans le cadre de mutualisation de forces. Il y avait un chef d'état-major congolais et lui, il était le représentant, même pas le chef d'état-major, mais le représentant, le commandant des unités venues du Rwanda. Et il n'a jamais dirigé l'armée congolaise. Et quiconque peut dire contraire, peut amener l'acte qui a nommé James Kabarebe a été signé par qui? Et quand vous l'avez dit, certainement vous êtes resté dans ce témoignage et aujourd'hui, il doit être validé parce que c'est venu de 2 personnes. Maître Carlos Mopil, nous sommes arrivés à la fin, un mot de la fin, s'il vous plaît. Mais moi, je vais organiser une autre émission. Vous allez commencer à revenir de temps en temps pour échanger avec le mot de la fin, c'est que l'AFDEL s'est assigné 3 missions. Première mission, c'était la libération du Congo. Deuxième mission, c'était la démocratisation du Congo. Et troisième mission, c'était la reconstruction du Congo. Très bien. Parmi les 3 missions, la première mission a été réussie à 100%. Parce qu'on a la libération, parce qu'on a libéré du pays. Très bien. Du régime néocolonial. On a restauré la date du 30 juin. Et le pouvoir a été remis au peuple congolais. Deuxième mission qui était la démocratisation du pays, c'était fait d'une manière
progressive. À chaque entité qui était libérée, Musée organisait les élections à main levée, qui étaient des élections efficaces et efficientes, où le candidat se faisait élire au stade. Et la plupart des candidats qui étaient élus au stade étaient des cadres de l'UDPS. C'est le cas de Dr Yagi Sitolo à Kisangani. Il y a eu Akindo, professeur Lokombe et Emmanuel Chadari, qui étaient les représentants de l'UDPS. Tshisekedi au Maniema. À Bukavu aussi, de même chose. Et après, ils vont intégrer, Lokombe et Yagi Sitolo vont intégrer les gouvernements. Mais cette mission de la démocratisation sera achevée par le président Joseph Kabila, par l'organisation des élections en 2006, 2011 et 2018, jusqu'à même à la passation, à l'alternance politique. Il faut admettre que avant la FDL, personne n'est songé prendre le pouvoir de Mobutu. Même l'UDPS, même le président Etienne Tshisekedi, qui avait la gloire d'un chef de l'État, ne songeait, ne se battait que pour les postes du Premier ministre. Merci. Et les postes du président étaient réservés à Mobutu, qui a tué les léopards à 10 ans. Merci. Troisième mission, celle de la reconstruction nationale, ça a été entamé d'abord par la reconstruction mentale, où Musée a formé plusieurs jeunes, et aussi la reconstruction matérielle avec des infrastructures qui ont commencé déjà à pousser. Malheureusement, l'assassinat et la guerre d'agression vont mettre ça en garde-vous. Merci. Mais cet élan a été aussi achevé avec les 5 chantiers. Malheureusement, le président Kabila n'avait pas de bons collaborateurs pour l'aider. Merci. Maître Carlos Mopil, nous sommes arrivés à la fin de ce grand magazine, La Libre Opinion, la première vitrine politique en République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, merci de votre sympathique attention. Je dis merci à Andrea Nzolameso, la princesse de Semel 13, parce que c'est elle, Karma, qui est la cadette de tout le monde, mais la seule femme qui est technicienne ici à Semel. On la doit beaucoup. Merci à Glodine Zita qui patronne la technique. Merci à M. Issa. Merci à toute l'équipe technique qui a participé à cette émission. Merci à Joël Boutandou. Merci à Sarah Mboui qui a assuré l'assistante de cette émission. De temps en temps, elle pouvait acheter de l'eau, mais bon, c'est toujours très bien. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission, mesdames, messieurs. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On prend Ticotac et on se retrouve juste après. Régie. Monsieur Carlos Mopili, face à la caméra. En tant que libérateur, Kadogo, oh, il y a un musée. Est-ce que dans mon musée, Joseph Kabila a tikalaki na droite ligne, il y a vision, il y a musée, Laurent Désiré? A tikala na droite ligne, mais pas ses collaborateurs. Te, ngana suika na yena ba collaborateur te. Do atikala na droite ligne. Oui, mais pas ses collaborateurs. Ok. Est-ce qu'il est encore opportun à ce jour d'avoir une autre AFDEL pour libérer le Congo? Si les méthodes... Non, zela na zongela. Méthode, procédure, mécanisme, na bigo za avocat munene ya mboko yo. Nazo poser question. Ce qui est allé lisusu opportun ya gozwa AFDEL mususu libérer mboka. C'est prévu dans l'article 64 de la Constitution. Nalobi boye. Nalobi teke za prévu. Sana bande ko bazo benga. Kayebi ke tiko take bandi. Aïe. Désolé. Merci. Je voulais mettre ça sous mode d'avion. Est-ce qu'il est encore opportun à ce jour d'avoir une autre AFDEL? Avec les institutions démocratiques, non. Mais si les institutions
devienne dictatorial. Maître Carlos, oui, Maître Carlos. pas se priver. Maître Carlos. Oui. Je reprends la question. Je vous ai répondu. Non, vous n'avez pas répondu. Est-ce qu'à ce jour, au regard du tableau politique que vous avez, il est encore opportun d'avoir une AFDEL qui peut libérer le Congo? Mais je vous ai répondu. Non, vous n'avez pas encore répondu. Ou vous voulez que je... Donnez-moi alors la réponse. Moi, je vous dis, la révolution armée intervient lorsque le pouvoir est dictatorial. Est-ce qu'à ce jour, au regard du tableau politique que vous avez pour notre pays, il est encore opportun d'avoir une AFDEL qui peut libérer le Congo? J'ai dit non parce que merci. Les bulletins de vote vont chasser ceux qui sont au pouvoir. C'est bon. Ok. Pourquoi tu as dit qu'elle a pendant 30 minutes au bunda c'est simple. Monsieur Carlos Mopili, face à la caméra. Bon souvenir na yo pour Joseph Kabila ezani. Ma question est ça quand si je venais parler de la traite de la FDEL au public, c'est des questions très difficiles. Nalobi, hein? Bon souvenir na yo pour Joseph Kabila lelo ezani. Moi personnellement, c'est très difficile. Il a réunifié le pays. Hein? Bon souvenir na yo en tant que Kadogo libérateur à Mosé vis-à-vis de Joseph Kabila ezani. Je peux pas. La maille, la maille. Maille est droit de l'homme. Mais la maille. Abandelle question. Yo en tant que Kadogo, Oyana Mouze, Obundi Bitumba pona mboko yo. Bon souvenir na yo pona Joseph Kabila ezanini. Est-ce que Joseph Kabila na lobi bo ete yoko tuna nga sou question te na bandeli question pour la 6e fois. Oyana Mouze, Obundela mboko yo. Oza Kadogo, libérateur. Lelo yo Maître Carlos Mopili. Bon souvenir na yo na Joseph Kabila ezanini. Moi, je suis dans la société civile. Je n'étais pas dans le PPRD. La société civile. Oui. Yo, en tant qu'individu, bon souvenir na yo. Na Joseph Kabila, moi, na Mouza, a remplacé pour pérenniser vision ya musée. Bon souvenir na yo et Zanini. C'est clair. En tout cas, directement, je ne vois pas. N'habite que directement ou indirectement. Souvenir nini ya malamu za nango ya Joseph Kabila. Le souvenir que j'ai, c'est un souvenir collectif. Est-ce que souvenir collectif est là? Oui, là, je me retrouve pour tout le peuple congolais. M. Sili. Ok, merci. La question est compliquée. Tiens, générique, papa, M. Sili.